Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Alors, on l'est pas bien là? Quel sentiment incroyable! Le décor qui défile sous nos yeux et le visage rougi par les accélérations. On l'aime tous, ce moment où l'on décolle, où le train nous arrache à la gravité et tout semble possible. Cette impression de flotter, de s'élancer dans le vide avec euphorie, c'est ça, l'effet d'un grand coaster. On s'y sent bien. Mais derrière cette sensation unique, derrière les rails élancés et les trains rugissants, avant que toute cette magie n'opère, il y a un long chemin à faire. Il a fallu imaginer, calculer, tester, construire. Des années de travail pour que, l'espace de quelques minutes, nous puissions vivre cet instant unique. C'est là tout l'art d'Intamin, maître international dans la conception de montagnes russes d'exception. De Toutatis au parc Astérix, avec ses records et ses accélérations fulgurantes, à Conda, en Belgique, et ses envolées vertigineuses, jusqu'à Objectif Mars, au Futuroscope, qui a su mêler innovation et aventure familiale. Chaque projet est une véritable odyssée technique mise au service de l'émotion. Ce soir, nous avons la chance de découvrir les coulisses de ce savoir-faire hors du commun. Chers passionnés, il est Technical Project Manager pour Intamin Amusement Rides et nous fait l'honneur de sa présence. Merci d'accueillir chaleureusement Simon Bourlet. Merci Simon. Merci d'être là. Merci. Alors, on va attendre que tout se termine pour bien apprécier. Bah, et le coaster est long, donc voilà, très long, on en oui. profite. Voilà. Merci. Donc Simon, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux du coup, classiquement, commencer par te présenter? Oui, alors je m'appelle Simon Bourlet, je suis chef de projet technique chez Intamin. Donc je suis ingénieur mécanique de formation et j'ai recommencé chez Intamin en 2019. Voilà, et j'ai travaillé sur plusieurs attractions. On va y venir. Voilà, dans Toutatis. Mais avant, comment la passion est arrivée? Je suis tombé dedans, voilà. Et quand j'étais petit, il fallait la faire. Voilà, c'est l'instant petit mignon derrière. En fait, je suis de la génération, je suis né en 85. Et du haut de mes 5 ans, 6 ans, c'était la période de l'ouverture des parcs en France. Donc c'était du Big Bang Schtroumpf, Futuroscope, Astérix et puis Zygofolies, par exemple. Et voilà, quand j'étais petit, j'étais déjà à Zygofolies à 5 ans, 5-6 ans. Et donc j'ai été imprégné par la passion était là. Par la passion, oui. Les études, du coup, ont suivi aussi dans la même lignée de tout ça? Effectivement, oui. J'ai fait une prépa, une école d'ingénieur.
Et très vite, tout a été un petit peu teinté par la technique et voilà, par les montagnes russes. Et par exemple, j'ai appris à parler l'allemand parce que je savais que c'était un facteur aussi. Voilà, tu as choisi cette langue exprès pour ça. Voilà, aussi. Pour avoir une chance. Voilà, un peu On plus passe un peu dans le temps. Mhm. Tu rentres chez Gerstlauer, tu rentres chez Intamin, tu fais un peu de remontée mécanique. Et d'un seul coup, tu te retrouves à carrément designer des grands projets. Vous travaillez sur des grands projets. C'est ça. En 2019, je recommence chez Intamin, parce que j'avais fait un stage avant chez Intamin. Et je recommence chez Intamin avec 2 projets sur la table, que sont Conda et Toutatis, qui devaient ouvrir tous les deux la même année, en 2021. Et j'ai eu aussi, en plus, la fin d'Objectif Mars, l'exécution d'Objectif Mars. Voilà, donc c'était 3 gros projets. Et il y a 2 ans, alors on ne fait pas que des montagnes russes chez Intamin, j'en parlerai On en reviendra après. Et ça, c'est un projet aussi, c'est une centrifugeuse à la Cité de l'Espace à Toulouse. On n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi un projet très intéressant qui intègre beaucoup de médias à bord également et qui simule un voyage vers la Lune avec des accélérations de 2 à 3G, voilà, 3G maximal. Donc ton métier, c'est vraiment de passer de la vision à la réalité. Du coup, on voit beaucoup de projets chez Intamin qui sont vraiment très aboutis et qui sont parfois très surprenants. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter Intamin en quelques secondes ? Alors Intamin, déjà les abréviations d'Intamin, c'est International Amusement Installations. L'entreprise existe depuis 1967. On a commencé avec des clients comme Six Flags. Et Intamin s'est fait connaître surtout pour ses tours panoramiques au début. Et son portfolio après s'est élargi d'année en année. Et par exemple, dans les années 80, fin des années 80, c'était les Water Rides, le Raft Ride. Vous en avez un exemple ici au parc Astérix. Et aussi des attractions de type simulateur, avec beaucoup d'hydraulique, par exemple comme au Futuroscope, où il y a toujours la Vienne dynamique. Et voilà. Et après, dans les années 90, mais surtout 2000, on s'est fait connaître beaucoup pour les montagnes russes, avec beaucoup de records qui ont été abattus au fur et à mesure. Voilà. Donc ton travail, là, c'est ton bureau. Donc on ne donnera pas l'adresse parce qu'on ne voudrait pas que vous ayez tous en pèlerinage là-bas. C'est ça. Est-ce que ton métier, c'est plus un métier de bureau ou c'est aussi un métier de terrain ? Alors c'est les deux, c'est vraiment les deux. Nos projets demandent beaucoup de phases de bureau d'études. Donc ça peut être 1 année, 2 années, parfois pour des projets beaucoup plus longs. Mais on a aussi cette phase vraiment de fabrication dans nos ateliers qui ne sont pas situés là, qui ne sont pas au Liechtenstein, mais qui sont en Slovaquie. On aura d'autres images après. Donc on a aussi du terrain chez nos fournisseurs et on a aussi du terrain chez le client. Voilà, quand ça commence à construire, on est aussi là sur des moments clés de l'installation, de la mise en route. Donc là, tu te déplaces. Et là, on se déplace. Voilà. D'accord. Donc on a compris que Intamin, c'est vraiment une entreprise très globale. Et tellement globale qu'elle nous a même invités. Elle fait aussi des invitations. D'ailleurs, je remercie Luc Richard de nous avoir invités à une journée à PortAventura. Et on a posé la question à Luis Valentia, qui est directeur du développement, et on lui a demandé pourquoi vous aviez choisi Intamin. Et il a répondu, Intamin ne dit jamais non. Du coup, comment ça se traduit dans ton métier ? Alors c'est vrai qu'on aime les challenges. C'est dans notre ADN. Depuis longtemps. Nos montagnes russes à record sont le symbole. Et notamment à PortAventura, donc ils ont effectivement la montagne russe la plus haute d'Europe, ils ont la montagne russe la plus rapide, ils ont fait 2 records, une avec Furious Baco et après plus tard avec Red Force. Et c'est vrai qu'on a cet état d'esprit et qu'on aime aussi partager avec les parcs qui ont ce même état d'esprit. C'est quand même des attractions qui sont souvent des prototypes, des premières mondiales.
et qui ne sont pas, voilà, ce n'est pas on ne tombe pas comme une voiture, la clé et ça démarre. Ça demande beaucoup de tests, de phases de réglage, parfois avec des imprévus. Et ça doit être voilà aussi. On a ça dans notre ADN. On y et viendra. on aime aussi quand le parc a aussi cet état d'esprit d'être un peu pionnier. Voilà. Intamin, c'est clairement des records de l'innovation. Et du coup, en 2015, le parc Astérix contacte Intamin pour avoir un coaster à record. Du coup, c'est les prémices de Toutatis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes phases qui se sont passées en fait pour la création de Toutatis? Parce que je suppose que le projet n'est pas arrivé en une seule fois comme ça sur le bureau. Non, pas du tout. Alors déjà, en tant que chef de projet technique, on prend le projet à la signature du contrat. Toute la phase qui est en amont du contrat, on peut y participer, mais c'est très souvent notre département commercial et projection, donc c'est vraiment le département qui va dessiner les layouts, qui a vraiment la main dessus. Donc toute cette période-là, sur Toutatis par exemple, elle a démarré en 2015 avec un premier layout proposé dans la zone de l'actuel Pégase Express, puisqu'à l'époque, le parc hésitait entre une attraction à sensation comme Toutatis et une attraction familiale comme Pégase Express. Donc ça a été une première proposition. Et après, en 2016, il y a eu 4 propositions qui ont été faites à l'arrière du parc, derrière le Goudurix. Et après, en 2018, on a enfin la zone, en zone gauloise. Et c'est là où il y a eu 12 propositions et variantes de layout dans cette zone-là. Et tout ce travail a été fait avec les équipes de la CDA, dont voilà, Julien Simon qui est ici. Donc toi, en fait, tu attends que le travail entre le service commercial et le parc se finalise. Tu reçois un contrat avec un dessin. Et toi, ton but, c'est de faire fonctionner ça. C'est ça. Voilà. On reçoit des feuilles de papier où tout est marqué. Alors, c'est plus que ce dessin-là, puisque c'est un contrat qui définit aussi les contours de l'attraction, où sont les interfaces. Voilà, puisque de ce contrat-là, on va en fait le traduire après au sein de l'entreprise, entre différents corps de métier, pour vraiment commencer le projet. Oui, du coup, en fait, tu relis tout le contrat et du coup, toi, tu dois faire fonctionner tout ça, mais par quoi tu commences? Alors, on doit vraiment redécouper le contrat et respécifier à tous nos corps de métier ce qu'ils doivent faire. Voilà. Par exemple, les électriciens, on va leur donner un document qui s'appelle un document de... Je me permets de te couper en tant qu'électricien. Oui. On peut voir une des filiales qui est Inotech. Et ceux qui étaient là l'année dernière au PFE, vous avez pu voir Léontine, qui travaille du coup chez Inotech, qui travaille aussi pour Intamin, dont le métier en fait est de proposer des solutions pour tout ce qui est électricité. Exactement. Voilà. Ce sont les cerveaux de nos attractions. On se repose sur eux. Et après, nous avons effectivement d'autres centres de compétences qu'on voit ici. Alors, Intamin a son siège au Liechtenstein, mais a également des bureaux en Suisse, en Hollande, pour le design. Et on fabrique principalement en Slovaquie et en Allemagne. D'accord. Donc toi, tu coordonnes un peu tous ces corps de métier. C'est ça, exactement. Et du coup, quand tu reçois ce fameux layout, il y a des éléments sur lesquels il y a des pas des problèmes, mais des problématiques en fait à régler, des éléments, comment on peut dire, nouveaux. clés. Oui. Voilà. Et du coup, est-ce que toi, tu as la main dessus en tant qu'ingénieur pour modifier des choses, etc. sur le layout, pardon? Alors le layout, normalement quand le contrat est signé, le layout est déjà défini. Donc on n'a pas vraiment à y retoucher, sauf si cas exceptionnel de problèmes de calcul ou ce genre de choses, mais on est plus vraiment dans la finesse après du layout, où on va peut-être changer un petit peu un rayon de courbure ou un banking.
Et après, par contre, on a des éléments où là, on doit les vérifier, on est un peu plus influent. Alors, il y a certains éléments si on peut remonter juste là, Ouais. le slide avant. Par exemple, le Ça fast va switch. fonctionner parce que... Ok. Par exemple, le fast switch de Toutatis était déjà un modèle existant de Busch Gardens Williamsburg avec Pantheon. Là, il y a eu quelques modifications, quelques améliorations. Mais par exemple, sur une table de transfert, comme à Toutatis, quand vous arrivez juste avant la gare, là, le parc nous a demandé s'il pouvait accrocher un mur, en fait, pour cacher la zone de maintenance un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit rajouter sur la table de transfert. Et typiquement, il faut le calculer. Donc, il faut calculer les attaches, il faut calculer aussi la prise au vent, parce qu'on est à l'extérieur. Et voilà, tout ça, c'est nouveau pour des modèles parfois qu'on existe, mais on doit les adapter de projet en projet. Donc il y a d'autres éléments qui ont aussi été modifiés. Bon, ça, c'est un petit Par détail. exemple, le train, oui, exactement. On a un train qui est standard sur Toutatis, mais les coques, par contre, sont complètement thématisées et à l'image de Toutatis. Et là, c'est pareil, c'est aussi un travail qu'on fait entre les designers. C'était Julien Simon, avec Julien Berthevas aussi. Et si on peut remettre l'image de devant, avant. C'est un peu capricieux. Et par exemple, quand on reçoit ce design, nous après on le retravaille en 3D pour l'intégrer sur notre train. Et par exemple ici, on fait vraiment attention aussi par rapport au bogie. C'est donc l'élément avec les roues qu'il y a sous le train, sous l'avant, sous le premier véhicule, qui ont des mouvements relatifs assez importants. Et donc on simule ça et on voit s'il y a des collisions avec le design du client et on lui propose des solutions. Par exemple ici, la proposition était beaucoup trop large par rapport au quai, mais on a dû la couper, on a dû l'adapter. Voilà. On sait que sur Toutatis, des trims ont été rajoutés au niveau du top hat. Alors, je vulgarise pour ceux qui n'ont pas tout le langage. Des trims, c'est des freins. Et le top hat, c'est la grande bosse qu'il y a sur Toutatis. Donc là, des freins ont été ajoutés du coup au-dessus. Est-ce que ça, c'est de votre côté que ça a été fait ou c'était déjà prévu en amont? Alors, ça n'a pas été ajouté. Ils sont là depuis le début. C'était par contrat. Il y avait cet élément-là qui était voulu par le parc. C'était un anticipation stall, je crois, ça s'appelle. Et c'était vraiment, ça n'a pas été rajouté après coup. C'était cet élément voulu pour être un petit peu pendu avant de continuer. Et si clairement on les enlevait, on aurait des accélérations beaucoup plus fortes sur tout le long du parcours. Et ce ne serait pas vraiment vivable. Donc on en vient un petit peu à une question de sécurité et confort. Donc il y a aussi un gros travail, toi, dans ton métier, tout ce qui est sécurité. Est-ce que tu peux nous donner quelques grandes lignes? Tout à fait. On a sécurité tous les jours en tête. Et ça commence vraiment dès le début du projet. C'est vraiment juste après la signature du contrat. On commence très souvent avec une analyse de risque. C'est quelque chose qu'on apprend aussi dans les écoles d'ingénieurs et c'est utilisé énormément dans l'industrie. C'est même une norme. Et en gros, on analyse un risque et on lui donne une valeur. Alors, c'est à quelle fréquence ça peut arriver et quelle est la gravité de ce risque. Donc, ça peut être de la simple blessure jusqu'à beaucoup plus grave, jusqu'au décès, jusqu'à l'état catastrophique. Et on essaye, avec ce petit tableau et cette matrice-là, de réduire, on réduit le risque de la zone rouge jusqu'à la zone verte. Et pour ça se traduit, par exemple, pour le fast switch de Toutatis, le risque, c'est que l'aiguillage, par exemple, bouge quand le train est en approche ou est sur le switch. Donc pour ça, il y a beaucoup de mesures qui permettent d'éviter ça. Donc il y a une redondance des freins, par exemple. Il y a aussi une fonction électrique sécuritaire au-dessus de ça. On couvre le risque au maximum. Et c'est une grosse partie, effectivement, de notre travail. Et ce document-là est mis à jour aussi tout au long du projet. D'accord. Du coup, une fois que
le projet est ficelé de votre côté, la fabrication se lance. Est-ce que toi, du coup, tu bouges, du coup, est-ce que tu vas voir, est-ce que tu vas de temps en temps dans les usines voir les tests, etc. Effectivement, c'est une partie du travail. Alors on n'y est pas tout le temps, mais c'est vrai que sur un projet comme Toutatis, par exemple, c'est à peu près 50 fournisseurs. Alors bon, ça va du petit fournisseur de quelques éléments au vraiment au plus gros, par exemple pour la fabrication de la voix. Et là, on a effectivement des contrôles, aussi des contrôles qualité. On a le TÜV, par exemple, qui est un organisme de certification, de vérification. Donc on y va, on les accompagne. Et puis on va aussi pour certains éléments clés, comme par exemple les véhicules, pour vérifier que les tests en usine sont bien faits sur les véhicules, que les ajustements sont corrects. Donc là, l'attraction est fabriquée, entre guillemets. L'attraction est fabriquée. Elle est livrée sur le parc. Le chantier commence. Et du coup, comment ça se passe sur un chantier ? Alors, le chantier commence déjà un petit peu avant qu'on livre les colonnes, puisque le parc, en fait, doit faire tout le béton de tout ce qui est sous les colonnes. Donc, nous, on livre, en fait, les colonnes, le rail, les trains, la partie électrique, mais tout ce qui est génie civil, purement génie civil, ça appartient au parc de le faire. Donc, en fait, quand on arrive déjà avec les colonnes, normalement, toutes les fondations sont déjà là. Voilà. Et après, dans le cas de Toutatis, c'est le parc qui installe l'attraction. Donc on commence avec les colonnes, les rails. Une fois que c'est installé, on installe les stators, toutes les parties électriques, les parties mécaniques, les freins mécaniques, les capteurs. Et après, le parc câble également. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de câbles qui doivent être installés. Ce n'est pas à négliger. D'accord. Une fois que le coaster est construit, le layout est bouclé, les premiers tests vont commencer, et il y a un test qui intrigue toujours un peu tout le monde, qui s'appelle la clearance. Donc je vais vous montrer une photo d'illustration. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette phase qui intrigue toujours un peu les geeks comme nous ? Alors la clearance, c'est en français, c'est une enveloppe de sécurité. Donc on l'a défini, on peut le voir sur la petite image à gauche. C'est vraiment l'enveloppe maximale laquelle qu'un passager pourrait atteindre. Donc c'est un passager normalement entre 1,95 m et 2 mètres. C'est des tests qui sont effectués en usine avant, avec une campagne de mesure. Et on s'assure après, sur site, que le décor ne rentre pas dans cette enveloppe de sécurité. Voilà. Pour un cas comme Toutatis, est-ce que la clearance, on l'a fait sur la totalité du parcours ? Non. Dans le cas de Toutatis, la clearance a été testée dans les tranchées. C'était les éléments les plus proches de l'attraction. Mais après, le long du parcours, s'il y a découvert, s'il n'y a pas d'arbres à proximité, il n'y a pas besoin de tester la clearance sur tout le parcours. Non. Ok, donc la clearance est validée. On passe du coup à la phase de test. Comment se passe cette phase avec Intamin ? Alors en fait, on n'envoie pas un train directement comme ça sur la voie. Au moment où vous voyez en fait les trains parfois sur les réseaux sociaux, et là il y a déjà un train qui tourne. En fait, il faut savoir que par exemple sur Toutatis, il y a déjà au moins bien 2 mois de travail en amont pour tester si tous les capteurs sont bien branchés, s'ils répondent bien. On a aussi toutes les parties mécaniques mobiles, comme les freins mécaniques, les lames de frein que vous voyez à la fin du parcours ou sur le deuxième, sur le launch, doivent aussi être testés. Il y a des capteurs sur chaque frein, position haute, position basse. Les stators également, les switches, le fast switch. Typiquement, le fast switch, on commence avec une vitesse faible, de le bouger de gauche à droite, et puis après de plus en plus vite, et jusqu'à atteindre vraiment la vitesse maximale du fast switch. Par exemple, le fast switch là bouge et donne son accord en 4 secondes. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qui sont testées en amont. Et après, on commence avec le premier train.
Là, c'est le launch 1 où on fait, par exemple, un test de rollback pour être certain que le train s'arrête voilà, là où on veut, comme on veut, avant de pouvoir continuer et le lancer après dans les autres sections. Launch 2, pareil, launch 2, on refait des rollbacks, on teste si le train s'arrête aussi avant le fast switch, en cas de non-alignement du fast switch. Est-ce que tu peux nous parler de la phase, du coup, à partir du moment où le train fait son cycle entièrement, à partir de quand on peut se dire que là, on peut commencer à embarquer des gens? Est-ce qu'il y a un temps? Est-ce qu'il y a un nombre? Comment ça fonctionne? Alors, déjà, on a une politique stricte chez Intamin, c'est voilà, personne ne peut monter dans le train tant qu'il n'a pas été vérifié par, en France, le TÜV, pour le cas du parc Astérix, donc c'est un organisme de contrôle. Donc tant que ça n'a pas été validé, nous n'autorisons personne. Avant de pouvoir faire monter les passagers dedans, on doit faire aussi, donc on doit valider, faire tous les tests de frein possibles, même dans les cas les plus défavorables, avec par exemple une lame de frein en moins. Donc ça, c'est aussi testé. Donc c'est des cas, c'est vraiment les wagons sont chargés. Ensuite, on met un accéléromètre sur le train. On regarde si toutes les accélérations sont dans la norme et dans ce qu'on avait aussi prévu. C'est aussi important pour le matériel. Et une fois qu'on a... Enfin voilà, je le fais à peu près court, mais il y a beaucoup de tests électriques. Voilà, Inotech passe beaucoup de temps sur le chantier pour vraiment passer. Il y a plus de 100 tests, c'est vraiment des cahiers très complets. Et uniquement quand on a tous ces tests sont faits et qu'on a l'accord du TÜV, on peut enfin embarquer les premiers passagers. D'accord, donc il y a quand même tout un travail de réglage, etc. Et tout. Oui. Néanmoins, on sait que de temps en temps, il y a des pannes, malgré tout ce qui est rodage. Est-ce qu'on peut avoir du coup quelques idées de panne ou pourquoi ça tombe en panne, etc. Sans vouloir critiquer Intamin, c'est juste comprendre en fait le système. Oui. Alors c'est vrai qu'on a des systèmes qui sont complexes. Il y a des capteurs, pas tous les mètres, mais on a une idée presque. du nombre de capteurs, par exemple, sur Toutatis, ou ça peut se quantifier ou... Pas compté, mais je pense qu'on est à une bonne... ça dépend si on compte aussi les capteurs des véhicules, parce qu'on a à chaque fois un capteur par siège. Mais sans compter les véhicules, on doit être à peu près à 120 capteurs, je pense, déjà. Ouais. Mais les capteurs peuvent être assez simples, mais après on a toute la logique derrière pour les LSM qui ont aussi des capteurs. Donc tout ça s'additionne. Donc c'est des sources de panne éventuelles. Sans compter les erreurs de passagers aussi. Des erreurs qui embarquent un téléphone. Voilà, il y a effectivement parfois des capteurs qui se font détruire parce qu'il y a des obstacles sur la voie. Et, oui, donc là, le coaster est cyclé, il est rodé, il accueille ses premiers visiteurs. Donc là, c'est le moment de la restitution des clés. Là, le coaster ne vous appartient plus. Mais qu'est-ce qui se passe du coup après cette phase? C'est ça, alors ça c'était en 2023, donc c'était la photo de gauche, c'était avec Éric Dudou et Sébastien Retailleau. C'était la signature, donc c'est un contrat qu'on donne, c'est un contrat, c'est un document qu'on écrit pour dire on vous a fait l'attraction, il y a peut-être tel point ouvert aussi qu'on doit encore peut-être régler ou livrer des pièces ou ce genre de choses pour finir en fait le contrat. Et après, effectivement, l'attraction leur appartient. Alors ça, c'était quand même 2 semaines avant l'ouverture, je crois. Et ce qui a été très bien au parc Astérix, c'est qu'ils ont vraiment pris l'attraction en main. Ils ont cyclé l'attraction. Ils ont pu faire monter des gens, puisque c'était au moment aussi où le TÜV l'avait approuvé. Donc il y a vraiment une phase de travail et de soft opening avant. Une vraie prise de temps. Oui. Ouais. Parce que tu nous avais expliqué que certains parcs ouvrent parfois trop tôt les attractions. Parfois, c'est précipité, effectivement, voilà. Et parfois des attractions même plus complexes que Toutatis ouvrent vraiment du jour au lendemain. Alors tout a été testé, tout est sécure, mais le système est peut-être encore instable. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'une attraction comme Toutatis, on la teste, on la met en route en hiver, quand le parc est plus ou moins fermé, et en été, la vie
la chaleur fait que les véhicules peuvent aller aussi beaucoup plus vite. Donc on a des phénomènes parfois de survitesse qui sont détectés et le système se met en défaut. Donc tu nous avais aussi des raconté réglages. le problème du soleil sur le switch, Il peut y avoir aussi qui avait problèmes modifié. aussi des problèmes de dilatation de matière, le rail qui se dilate et puis qui va peut-être, si on a des parties ouvertes, qui va peut-être aller toucher une partie ouverte, comme par exemple la table de transfert de Toutatis, où on a dû un petit peu l'ajuster. Et ça se passe effectivement en été quand le rail est à 40 degrés. Et ce sont des choses qu'il faut Et ajuster. Une fois que les clés sont données, est-ce que vous, Intamin, après, vous êtes tranquille ou est-ce qu'il y a une phase transitoire? Alors on est toujours sur le pont, évidemment, puisque c'est une attraction vit et s'ajuste pendant. Moi j'ai l'habitude de dire pendant une année, parce qu'une attraction doit avoir les 4 saisons, et c'est de plus en plus vrai, puisque maintenant les parcs ouvrent aussi en hiver. Donc on est toujours là en tant que chef de projet. Une fois qu'on a signé, on est quand même là pendant un an pour régler les problèmes qui pourraient survenir après cette passation de projet. Donc on fait du service après-vente en fait pendant un an. Et au bout de cette année qui est passée, s'il n'y a pas de problème majeur, on peut le passer à notre département service après-vente, qui là c'est vraiment une équipe aussi qui prend en main l'attraction et on a une personne dédiée par attraction qui s'occupe de l'attraction après nous, puisque nous en tant que chef de projet on doit aussi passer sur d'autres projets. J'allais y venir. Voilà. Actuellement, du coup, Fix nous a dit tout à l'heure que tu travaillais sur Londinium. Où en sont les phases essentielles pour ce futur projet? Alors, ça fait déjà à peu près 2 ans, qu'on est sur l'étude, sur la conception, en fait. Donc, on a fini... Des choses ont déjà été fabriquées? Des choses ont été fabriquées, effectivement. Les premiers rails sont sortis... Alors, ce ne sont pas des rails rouillés, non. Vous n'en verrez pas Ils la sont couleur en non plus. Très grande forme, mais voilà, c'est pour pas spoiler la couleur. Voilà, vous n'en verrez pas la couleur. Mais pour expliquer pourquoi les rails sont rouillés, c'est juste que quand on travaille le métal, il est brut. Et après, selon le temps qu'on entrepose, mais ça va très vite. Le rail se rouille, mais après, nous, on passe, avant de mettre la peinture, on passe dans du sablage, on traite la surface, et il apparaît tout beau. Ça devient vraiment très concret pour le coup. Exactement. C'est sur la vue, il y a à peu près 70% de. Enfin, on passe sur toutes ces vues-là parce qu'il y a beaucoup plus de rails, mais il y a à peu près 70% du rail qui est produit. Ouais. Merci beaucoup Simon pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. On a le temps. On a encore quelques minutes pour un petit échange questions-réponses. Donc Aline et Juline sont là, ou je ne sais pas qui, pour vous tendre les micros. Est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît, un petit peu? Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Simon? Profitez-en. Je sais qu'il a déjà été beaucoup questionné aujourd'hui. Il y a eu, oui. Alors, je vois ici une main levée. Ah, désolé, ici, là, pardon. 2 minutes. Ouais. Oui. C'est bon? Okay. Ouais, on t'écoute. Moi, j'ai une question sur Falcon Flight, parce que... Non, je me demande si... est-ce que les curseurs n'ont pas été poussés au maximum sur Falcon Flight? Très bonne question. Les curseurs ont été poussés, oui, en termes de vitesse, en termes de hauteur, en termes de longueur. C'est un record qui est voulu par un client. On n'avait pas cette attraction en catalogue. Et on n'oublie pas que Intamin ne dit jamais non. Pardon? On n'oublie pas que Intamin ne dit jamais non. Oui, mais non. On a sur Falcon's Flight, on a dit non à certains éléments, puisqu'ils voulaient, je crois de mémoire, une inversion aussi. Ils voulaient un deuxième hump
après la première chute. Donc pour l'instant, ce que vous avez pu voir, c'est la chute et après vous avez le hump. Et ils voulaient 2 humps, mais c'était impossible à faire en termes d'accélération et voilà, d'intégration sur le layout, c'était impossible. Donc on a quand même des limites aussi. Donc on ne dit pas oui à tout, mais voilà, Falcon's Flight est effectivement un record. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une question ici. Donc bonjour déjà, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais juste une petite question par rapport au design de rails. Aujourd'hui, sur des Intamin récents comme Toutatis Conda, on a du coup ce design de rails, mais sur des Intamin qui datent plus des années 2015, je pense surtout à Taron, dans les mêmes années, on avait encore des rails tritubes. Qu'est-ce qui a fait qu'Intamin est passé sur ce design de rails, disons, et est-ce qu'on reverra un jour des tritubes sur Intamin? C'était effectivement c'était des rails en treillis. C'était un design qui était effectivement très utilisé chez Intamin. Il faut savoir que ces rails-là ont été développés par Intamin en collaboration avec Stengel, qui est un cabinet à Munich, très connu pour ses layouts et ses calculs, et ce sont des ingénieurs structurels. Et ce rail-là a quand même beaucoup d'avantages, puisqu'il réduit, pour faire simple, il réduit quand même beaucoup le nombre de pylônes. Il est aussi plus simple à fabriquer que les rails en treillis, puisqu'il y a un peu moins de soudure, il y a aussi moins de pièces de fabrication différentes, parce que sur les rails en tritube, en treillis, il faut modifier aussi les longueurs de certains tubes dans les rayons de courbure, et voilà, ça demande, voilà, techniquement, c'est un petit peu plus difficile à produire, et en termes économiques, c'est plus intéressant pour nous, et aussi esthétique. Je pense qu'il y a pas mal d'avantages. On a encore le temps pour une question. Alors, je vois un grand bras là-bas. Ah, désolé. À l'aide. Voilà, désolé. Alors bonjour d'abord. Bonsoir. Il y a quelques temps, il y a eu une annonce qui a été faite concernant un Dark Ride en collaboration avec ETF. Donc j'aimerais savoir si vous pourriez un peu plus nous en parler et qu'est-ce qui vous a mené à cette idée de collaboration. Alors, ETF, c'est une société déjà ancienne qui est située en Hollande, qui est spécialiste des moyens, des people movers, du transport de personnes dans les attractions. Donc si vous avez été à la Efteling, vous avez Symbolica qui est un très bel exemple de ce qu'ils peuvent faire. Donc ils ont vraiment une très grosse expérience. Et alors pour la petite histoire, Intamin a racheté ETF l'année dernière, je crois, ou à peu près 1 an et demi. Donc en fait, on a été approché aussi par ETF qui avait des idées de combinaison. Et ce que vous avez vu, c'est de mettre en gros un véhicule sur un élément qui va accélérer le véhicule plus que ce qu'il ne peut. Donc le véhicule autonome va venir sur une plateforme Intamin et aussi pouvoir l'accélérer. Et puis des plateformes aussi verticales. Donc sur l'animation vidéo, je pense que vous faites peut-être, on voit 3 véhicules avec trois plaques de simulation, qui font dropper les véhicules de façon différente. Et donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu des crossovers entre nos savoir-faire. Et avec ETF, c'était une idée partagée, et on a dit, effectivement, on peut combiner nos technologies pour avoir ce système-là. Donc c'est quelque chose qui se verra encore dans le futur. Oui. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci Tonnerre d'applaudissements pour Simon, s'il vous plaît.